Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite bande de mer qui pourrait bien être l'endroit le plus critique de la planète. C'est une histoire de technologie, d'identité et de superpuissance au bord du gouffre. C'est le dossier Taïwan. 130 km, voilà, c'est la distance minimale qui sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan. C'est à peine plus que la distance entre Calais et Douvres. Mais imaginez, une traversée militaire de ce détroit pourrait déclencher une crise mondiale absolument sans précédent. Les conséquences économiques seraient, il faut le dire, cataclysmiques. On ne parle pas d'un petit impact régional, non, on parle du nombre de chocs qui pourrait faire chuter le PIB mondial de près de 10%. Pour mettre ça en perspective, c'est bien plus que l'impact de la guerre en Ukraine ou même de la crise financière de 2008. Alors la question, elle est là. Comment une île de 23 millions d'habitants a-t-elle pu devenir ce point de friction central de notre époque? Pourquoi son destin est-il si intimement lié à l'équilibre de la planète? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en plusieurs étapes. D'abord, on va plonger dans les racines historiques de cette séparation. Ensuite, on essaiera de démêler son statut juridique, qui est un vrai casse-tête. Puis, on verra comment cette petite île est devenue un géant technologique. On analysera le jeu des superpuissances, on regardera ce qu'en pensent les Taïwanais eux-mêmes, et enfin, ce que l'avenir nous réserve. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que l'identité taïwanaise moderne, elle s'est forgée à travers une série de fractures historiques très profondes. Chacune de ces dates, c'est une cicatrice qui a façonné l'île. Tout commence en 1895, quand l'île est cédée au Japon. Ça la modernise, mais ça la coupe aussi de ses racines continentales. Puis, en 1945, c'est un retour brutal dans le giron chinois, marqué par une répression terrible en 1947. Et enfin, le coup de grâce en 1949. Les nationalistes perdent la guerre civile sur le continent et se réfugient sur l'île. C'est la rupture finale, une séparation politique qui dure encore aujourd'hui. Et toutes ces ruptures historiques, elles ont créé un imbroglio juridique absolument unique. Taïwan, c'est un endroit qui défie complètement les catégories habituelles du droit international. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Si on prend la définition classique d'un État, la fameuse convention de Montevideo, Taïwan coche absolument toutes les cases. Un territoire, une population, un gouvernement qui contrôle tout et la capacité à avoir des relations internationales. Et pourtant, seule une toute petite poignée de pays la reconnaît officiellement. Ce vide juridique, il est vraiment au cœur du débat. Quand le Japon a renoncé à sa souveraineté sur l'île en 1952, il n'a pas dit à qui il l'a donnée. Du coup, certains juristes ont avancé l'idée que Taïwan était devenue une terra nullius, une terre sans maître. La République de Chine, qui était déjà sur place, a donc pu en revendiquer la souveraineté. C'est un argument clé qui distingue la souveraineté de Taïwan de celle de la Chine continentale. Face à cette situation ultra complexe, les États-Unis ont adopté une politique d'une subtilité redoutable. L'ambiguïté stratégique. En gros, via une loi, le Taiwan Relations Act, Washington s'engage à aider Taïwan à se défendre, mais sans jamais promettre noir sur blanc d'intervenir militairement, et sans reconnaître Taïwan comme un pays indépendant. Le but, c'est un jeu d'équilibriste, dissuader Pékin d'attaquer, mais sans provoquer la Chine en reconnaissant formellement l'indépendance de l'île. Mais au-delà de l'histoire et du droit, Taïwan a développé une autre forme de défense. Une défense bien plus moderne et peut-être même plus efficace. Un bouclier qui n'est pas fait d'acier, mais de silicium. Ces chiffres sont juste incroyables. Pour le dire simplement, Taïwan ne domine pas le marché des puces électroniques, elle est ce marché. L'île produit 60% de tous les semi-conducteurs du monde et, attention, plus de 90% des puces les plus avancées, celles qui font tourner nos intelligences artificielles, nos supercalculateurs et même les systèmes d'armement les plus sophistiqués. Et au cœur de tout ça, il y a un nom que tout le monde connaît dans la tech, TSMC. Cette seule entreprise est devenue tellement vitale pour l'économie mondiale, y compris pour la Chine et les États-Unis, qu'elle forme ce qu'on appelle un bouclier de silicium. L'idée est simple, attaquer Taïwan, c'est prendre le risque de détruire la chaîne d'approvisionnement dont tout le monde dépend. C'est se tirer une balle dans le pied économiquement parlant. Forcément, avec une telle puissance économique, Taïwan se retrouve, malgré elle, au centre d'une compétition stratégique féroce entre les grandes puissances. C'est là que l'économie et la géopolitique la plus pure se rencontrent. Ici, les objectifs sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Pour Pékin, reprendre Taïwan, c'est une question de fierté nationale. Mais c'est aussi une nécessité stratégique pour que sa marine puisse enfin accéder librement à l'océan Pacifique. Pour Washington, défendre Taïwan, c'est une question de crédibilité. Et c'est aussi maintenir une ligne de défense cruciale qui protège ses alliés dans la région. Et attention, ce n'est pas juste un face-à-face entre la Chine et les États-Unis.
toute la région est sur le qui-vive. Le Japon, par exemple, considère qu'une crise à Taïwan serait une menace directe pour sa propre sécurité. Les Philippines renforcent leurs liens militaires avec Washington, et même l'Europe, qui était un peu loin de tout ça, commence à comprendre que la stabilité de ce détroit est vitale pour ses propres industries. Maintenant, quittons un instant la grande géopolitique et intéressons-nous à ce qui se passe sur l'île elle-même. Car au milieu de toute cette pression, une identité démocratique très forte s'est développée, créant un paradoxe politique fascinant. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré l'histoire très complexe de l'île, aujourd'hui, une écrasante majorité de la population se définit comme taïwanaise, et non pas comme chinoise. C'est le résultat de décennies de démocratie et d'une existence politique complètement séparée. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais si le sentiment national est si puissant, pourquoi est-ce qu'ils ne franchissent pas le pas? Pourquoi ne pas déclarer officiellement l'indépendance tout simplement ?» Et la réponse, elle tient en un mot, pragmatisme. Face à la menace, l'immense majorité de la population préfère le statu quo, c'est-à-dire ni indépendance formelle, ni unification avec la Chine. La raison est simple, ils ont la quasi-certitude qu'une déclaration d'indépendance déclencherait une invasion militaire immédiate. La peur de la guerre l'emporte donc sur le désir d'une reconnaissance formelle. Tout ceci nous amène donc à la question finale. Qu'est-ce que cette situation signifie non seulement pour Taïwan, mais aussi pour nous, pour le reste du monde ? Cette citation, je trouve, résume parfaitement l'enjeu. Le sort de Taïwan est devenu un test pour le monde entier. Est-ce que l'ordre international, basé sur des règles, peut protéger une démocratie vibrante face aux ambitions d'une superpuissance autoritaire ? La réponse à cette question aura des conséquences bien au-delà de ce petit détroit de 130 km. C'est vraiment le dilemme qui est sur la table des dirigeants du monde entier aujourd'hui. Est-ce que la vieille politique d'ambiguïté stratégique, qui a maintenu une paix très précaire pendant des décennies, est encore efficace? Ou est-ce que le moment est venu de passer à une clarté stratégique, c'est-à-dire de tracer une ligne rouge très claire au risque de transformer une crise potentielle en une crise inévitable? C'est peut-être ici que se joue une grande partie de l'équilibre du XXIe siècle.